Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les chiffres du patrimoine des ménages français, ceux de l'INSEE de 2021. Oui, L'idée c'est de comprendre un peu comment cette richesse est structurée, qui possède quoi, et surtout ce que ça dit des inégalités. absolument. Et ces données, elles viennent de l'enquête Histoire de vie et patrimoine. C'est une source vraiment très très riche. Mhm. Ça nous permet de découper la population en 10 tranches, les fameux déciles, selon le patrimoine. Et là, on voit vraiment la composition de la richesse à chaque niveau. Et franchement, les contrastes sont, saisissants. Alors commençons par ce qui saute aux yeux, je crois, l'immobilier. Ah oui, Pour les ménages qui sont, on va dire, au milieu de l'échelle, les 5e, 6e déciles, la pierre, ça représente plus des 3/4 de leur patrimoine brut ou moyen. c'est ça. On parle de 211 500 € environ. C'est énorme, non? C'est considérable. Et en même temps, pour les 30% les moins fortunés, c'est quasiment zéro. C'est le grand écart. C'est plus qu'un écart, c'est presque deux mondes différents en fait. L'immobilier, c'est vraiment le socle pour une grosse partie de la population. Le pilier. Oui, le pilier. Mais pour d'autres, c'est une barrière infranchissable. La hausse des prix, évidemment, ça a joué à plein. Ça a creusé l'écart. Ça a creusé l'écart, ça a favorisé ceux qui étaient déjà propriétaires. Et puis, il y a l'héritage aussi, qui vient souvent renforcer ça. D'accord. Alors si on regarde les actifs financiers maintenant, l'image est un peu différente, non? Proportionnellement, ça pèse plus lourd chez les ménages modestes. Oui, Par exemple, les 2e et 3e déciles, c'est autour de 42% de leur patrimoine. Bon, un petit patrimoine moyen, 21 500 €. Mais comment on explique ça? C'est un peu contre-intuitif. oui, le pourcentage est élevé, c'est vrai. Mais il faut regarder ce qu'il y a dedans, en fait. Ah, C'est très majoritairement de l'épargne liquide, des livrets, ce genre de choses. le fameux matelas de sécurité. Exactement, c'est ça. C'est l'épargne de précaution, indispensable quand on a peu de revenus, peu de patrimoine solide à côté. La valeur absolue, elle, reste très faible. Oui, ça ne change pas la donne. Non, ça ne comble pas l'écart. Chez les plus aisés, les actifs financiers, c'est aussi une part importante, 23% pour le dernier décile. Mais là, attention, on parle d'un patrimoine moyen de quasiment 1,5 million d'euros. Ah oui, on change d'échelle. Complètement. Et surtout, ces actifs sont souvent placés de façon plus dynamique pour chercher de la performance, pas juste pour la sécurité. D'accord, donc ça change vraiment la perspective sur cette épargne. Et si on regarde les actifs professionnels? Là, j'ai l'impression que la concentration est spectaculaire, tout en haut. Oui, c'est ça. Presque 20% du patrimoine brut du dernier décile vient de là. Et surtout des entreprises détenues, c'est ça, hein? Voilà. C'est un point absolument central. Ce chiffre, il montre bien que l'entrepreneuriat, c'est pas juste un moyen de s'enrichir. C'est vraiment le moteur des très hauts patrimoines. Mhm. Mais ça souligne aussi, en creux, les barrières énormes à l'entrée. Le capital de départ, le réseau. Exactement, le capital, le réseau. Ça rend ce chemin inaccessible pour la plupart des gens. Donc l'accumulation, par ce biais, est très, très sélective. Et puis, il y a l'autre côté de la médaille, la dette. Ah, la dette. C'est presque l'image inversée de la richesse, non? Pour le tout premier décile, les emprunts représentent moins 30% de leur patrimoine brut, qui est déjà minuscule, 1 900 € en moyenne, Oui, c'est abyssal. comparé aux moins 8% pour le décile le plus riche. C'est la face sombre vraiment de ces inégalités. Pour les ménages les plus modestes, cette dette, souvent des crédits à la consommation, des découverts, parfois des impayés, C'est un fardeau. c'est un fardeau énorme, oui. Ce moins 30%, ça veut dire qu'un rien peut les faire basculer dans le surendettement, voire un patrimoine net négatif. Ça ancre la précarité. C'est une dette subie, en fait. C'est ça. Très différente de la dette choisie, entre guillemets, des plus aisés. Eux, ils s'endettent souvent comme un levier. Pour investir. Oui, pour acheter un bien locatif, pour développer une entreprise. Paradoxalement, c'est une dette qui peut servir à accroître leur patrimoine. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu ce paysage. L'immobilier, c'est le grand séparateur dès les classes moyennes. Oui, L'épargne des plus fragiles, c'est une bouée de sauvetage, pas un tremplin. c'est ça. La richesse professionnelle, c'est vraiment concentré au sommet. Et la dette, elle écrase les uns pendant qu'elle peut enrichir les autres. C'est une bonne synthèse, je trouve, des mécanismes qu'on observe. Ces chiffres de l'INSEE, ils montrent bien que les inégalités de patrimoine, ça va bien au-delà de la simple question des revenus ou des efforts de chacun. Elles sont façonnées par un accès très inégal aux différents types d'actifs, par des dynamiques d'accumulation, la rente immobilière, le capital entrepreneurial, et puis par le poids très différent de l'endettement. Ce sont vraiment des structures profondes de notre économie. On voit vraiment se dessiner une France avec plusieurs visages patrimoniaux. C'est presque des réalités parallèles qui coexistent.
Effectivement, et ça nous amène peut-être à une réflexion qui dépasse le simple constat statistique, non? C'est-à-dire? Au-delà de savoir comment la richesse est répartie aujourd'hui, c'est de se demander comment les mécanismes qui permettent de la créer, mais aussi et surtout de la transmettre, comment ces mécanismes modèlent en profondeur et pour longtemps la structure de notre société, et finalement les opportunités de chaque